Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 18 mai 2021, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui comparaît devant un tribunal pour entre autres des accusations de corruption, s'est adressé à une foule de partisans après sa comparution. La Russie a livré une cargaison d'armes légères à la Centrafrique après en avoir informé l'ONU. L'organisation impose un embargo sur les armes à ce pays déchiré par la guerre civile. Et puis en Inde, le bilan du passage du cyclone Toktae s'est alourdi. On parle désormais d'au moins 24 morts et de 96 personnes qui manquent encore à l'appel. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Jacob Zuma s'est adressé à ses partisans ce lundi à sa sortie du tribunal. L'ancien président sud-africain poursuivi dans une affaire de corruption est allé galvaniser une foule qui s'était amassée pour le soutenir. Il a reçu à l'occasion le soutien de plusieurs cadres de l'ANC. Il y a ceux qui vont me maudire avec toutes sortes de jurons. Nous l'entendrons de nous-mêmes au cours de la procédure judiciaire. Mais ce sont les mêmes personnes qui poursuivent dans cette affaire. Je ne quitterai jamais l'ANC, camarades. Je ne serai jamais banni de l'ANC. Personne, et répétez-le après moi, camarades, personne ne peut destituer le secrétaire général du Congrès national africain, sauf les membres de l'ANC. En fait, je dois être très clair, camarades. Qu'à mon avis, les organes de l'État sont en train d'être utilisés pour persécuter les opposants politiques. On abuse des organes de l'État pour régler des comptes avec les opposants politiques. Camarades, je peux dire cela à tout moment de la journée. Une grève à l'appel de la principale organisation syndicale malienne a paralysé ce lundi les banques et les services publics à Bamako. Cette grève était observée dans un contexte social et politique qui se tend sous les autorités de transition. L'Union nationale des travailleurs du Mali, syndicat de fonctionnaires et de salariés du secteur privé, a lancé lundi un mouvement de grève de 4 jours après l'échec de négociations avec le gouvernement sur les salaires, les primes et les indemnités. L'UNTM a brandi la menace d'un mouvement illimité. À l'instant où je vous parle, la grève est largement suivie et le pays est littéralement paralysé. Donc, c'est une satisfaction morale déjà. Cette mobilisation sociale va de pair avec de nouvelles crispations politiques dans un pays en proie, depuis des années, à une tourmente multiforme et théâtre il y a 9 mois d'un coup d'État militaire. Les colonels ont installé des autorités de transition qu'ils continuent à dominer et qui doivent rendre le pouvoir à des civils élus début 2022. Et le gouvernement de transition du 5 février avait laissé entendre. Il y a eu des réunions secrètes, si je peux me le permettre ainsi, que voilà, on a signé un procès verbal de conciliation avec l'INTM. Nous allons les trimballer jusqu'à la fin de la transition. Confronté à une contestation grandissante, le Premier ministre adoubé par les militaires Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement vendredi. Le président de transition Bandaou l'a immédiatement reconduit à son poste en le chargeant de former un gouvernement d'ouverture.
J'en parlais en titre, la Russie a livré une cargaison d'armes légères à la Centrafrique après en avoir informé l'ONU. L'organisation impose un embargo sur les armes à ce pays déchiré par la guerre civile. La Russie a livré à titre gratuit la 3e cargaison des armes légères à la République centrafricaine. Ce sont des armes légères, c'est-à-dire armes automatiques, mitrailleuses, fusils de précision, pistolets lance-roquettes, grenades et munitions, dont 5000 fusils d'assaut AK-47, a annoncé Vladimir Titerenko, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, dans un communiqué. Il a expliqué que l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas nécessaire pour effectuer un transfert d'armes légères. Il ne fallait que le notifier. L'embargo sur les armes a été imposé en 2013 après qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé et plongé le pays dans la guerre civile. La Russie, qui mène depuis 2018 une offensive diplomatique dans cette ancienne colonie française, a obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies un assouplissement de l'embargo en octobre après un premier allègement en 2019 qui permettait la fourniture d'armes de calibre inférieur à 14,5 mm. En octobre, la Russie avait livré à l'armée centrafricaine une dizaine de blindés. En décembre, une coalition de groupes armés a tenté de perturber l'élection présidentielle et renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra, mais elle s'est heurtée aux 12 000 casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, ainsi qu'à plusieurs centaines de paramilitaires russes et de soldats rwandais venus au secours d'une armée centrafricaine démunie. Touadéra a été réélu. Depuis 2018, des instructeurs militaires russes entraînent des forces armées centrafricaines et assurent la garde rapprochée du président. Plus de 30 manifestants du Irak arrêtés en Algérie ont été condamnés à des peines de prison ferme. Le pouvoir durcit la répression afin de briser le mouvement de contestation avant la prochaine échéance électorale. En Algérie, 31 personnes, 23 à Sétif et 8 à Bab el-Oued à Alger ont été jugés et condamnés à des peines allant de 1 an à 18 mois de prison ferme après leur arrestation vendredi selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Les manifestants de Sétif ont été accusés d'incitation à attroupement non armé et de non-respect des mesures administratives liées au confinement sanitaire. 13 autres manifestants arrêtés vendredi ont été incarcérés dans l'attente de leur procès qui a été remis à une date ultérieure. Au total, 44 manifestants ont été placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs, la garde à vue abusive de la journaliste Kenza Kato a été à nouveau prolongée de 24 heures, ont indiqué ses avocats. Elle a subi des violences lors de son interpellation. Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes basé à New York a exhorté les autorités à libérer immédiatement et sans condition la journaliste et à laisser les journalistes faire leur travail sans crainte d'être jetés en prison. Pour le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, le pouvoir a décidé d'en finir avec le Irak pacifique. Selon l'organisation, 1 millier d'interpellations ont eu lieu en Algérie, dont celle de chefs de partis d'opposition lors des manifestations de vendredi. Les personnes relâchées doivent s'engager à ne plus participer au rassemblement du Irak. À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, le régime, épinglé par l'ONU et l'Union européenne sur la situation des droits de l'homme, paraît déterminé à saper le Irak, ciblant militants, opposants et journalistes indépendants. Amnesty International a appelé les autorités à abandonner les fausses accusations portées contre les défenseurs des droits humains Kadour Chouicha, Jamila Loukil et Saïd Boudour à la veille d'une audience judiciaire dans le nord-ouest du pays. La marine tunisienne a secouru ce lundi plus de 100 migrants qui tentaient de rallier l'Italie clandestinement depuis la Libye et se trouvaient en difficulté au large de l'île de Djerba. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Défense. La marine tunisienne a identifié un bateau sur le point de couler à environ 40 km au large des côtes du sud du pays, a précisé un ministère dans un communiqué.
Il transportait notamment 46 passagers originaires du Bangladesh, 29 Soudanais, 22 Érythréens, 11 Égyptiens, âgés de 15 à 38 ans. Les passagers qui ont indiqué être partis dimanche soir du port libyen de Zouara ont été ramenés à terre à moins de 150 km de là, de l'autre côté de la frontière, au port de Zarzis. Un bateau également parti de Zouara a été retrouvé jeudi avec 2 survivantes nigériennes, selon qui les 17 autres passagers étaient portés disparus, probablement noyés d'après l'Organisation internationale des migrations. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye voisine, ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations Unies. Les départs clandestins de Tunisiens et de ressortissants d'Afrique subsaharienne depuis le pays ont atteint un pic inédit depuis 2011, le pays étant englué dans des luttes de pouvoir politique et des difficultés économiques accentuées par la pandémie. Mardi à Lisbonne, au Portugal, le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a réitéré l'opposition de son pays à la mise en place sur son territoire de centres d'accueil pour les migrants cherchant à rallier l'Europe, comme il en existe dans plusieurs autres pays tiers. La ministre italienne de l'Intérieur est attendue à Tunis le 20 mai prochain avec la commissaire européenne pour discuter d'aide et de rapatriement. Pour finir cette édition, en Inde, le bilan du passage du cyclone Toktai s'est alourdi. On parle désormais d'au moins 24 morts et de 96 personnes qui manquent encore à l'appel. Le pays de plus d'1 milliard de personnes a dû suspendre la campagne de vaccination contre le Covid en cours dans le pays. Quelques 96 personnes étaient toujours portées disparues après le naufrage de leur embarcation, a annoncé la marine indienne, dont 2 navires et des hélicoptères aide de recherche. Le bateau, avec 273 personnes à bord, desservait des plateformes pétrolières et était parti à la dérive lundi après que des vents puissants s'abattaient sur la côte occidentale de l'Inde. Un total de 177 passagers ont pu être secourus dans des conditions de mer extrêmement difficiles, a précisé la marine sur Twitter. Les opérations de secours devraient se poursuivre toute la journée, selon le ministère de la Défense. Le cyclone Toktai, qui a déjà fait au moins 24 morts et provoqué l'évacuation de plus de 200 000 personnes, a touché terre lundi au Gujarat avec des rafales atteignant 185 km/h selon le département météorologique indien. La tempête tropicale, la plus puissante à avoir frappé la région depuis des décennies, a fait des victimes dans les États du Kerala, du Goa, du Maharashtra et du Gujarat. Le cyclone frappe l'Inde à l'heure où le pays affronte une 2e vague épidémique de Covid-19 d'une grande violence. Les hôpitaux sont saturés, les personnels soignants à bout de force, l'oxygène et les médicaments manquent. L'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, a dénombré plus de 25 millions de cas liés au Covid-19 avec plus de 278 000 morts. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.